Circuit bleu, côté expert. Avec Maître Aline Faucheur qui est avocate. Nous parlons de la séparation des non-mariés forcément. C'est ça. De ceux qui se sont jurés amour et fidélité toute la vie. Mais juste entre eux. Voilà, juste entre eux. Et elle le sait bien, Maître Faucheur, que ça peut tourner en eau de boudin. C'est ça. Assez rapidement. Tourner vinaigre. Alors vous nous avez dit il y a un instant que ça changeait quelque chose de ne pas être marié. Non pas pour la garde des enfants. Voilà, mais pour le patrimoine. Voilà. Alors on va évacuer la question cruciale des enfants tout de suite. Ça ne change rien, c'est-à-dire que le législateur protège les enfants. Alors le législateur protège les enfants et les parents, c'est-à-dire que les droits des parents vis-à-vis des enfants sont strictement identiques, qu'on soit marié ou qu'on soit pas marié. C'est-à-dire que lorsqu'on se sépare mais qu'on n'est pas marié, on va organiser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de manière amiable tant qu'on peut. Et puis si jamais il y a un désaccord ou si jamais on veut se protéger, pour protéger ses droits justement de parents, on saisit un juge. Alors il y a quelque chose qui se fait très facilement. Oui. Justement pour les concubins que je fais beaucoup, c'est-à-dire les concubins qui s'entendent. Alors dans le cadre d'un divorce, quand on est effectivement marié et qu'on veut trouver les modalités d'exercice de cette autorité parentale, on peut passer par un consentement mutuel et on règle tous les problèmes, patrimoine et enfants. Pour les concubins, comme on n'a pas ce patrimoine à régler, on va régler que la question des enfants dans un premier temps. On peut faire rédiger par son avocat ou tout seul et demander au juge de l'homologuer ce qu'on appelle une convention d'accord parental. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord. On fait un petit contrat. Voilà, on fait un petit contrat tous les deux. Voilà. Et puis, l'avantage d'avoir une décision du juge. Ouais. Alors, que ce soit via une convention d'accord parental, on est d'accord sur tout, mais on va demander au juge de lui donner de la force à cette convention par une homologation. Donc on va avoir une décision judiciaire qui nous permettra, en cas de désaccord qui survient dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, de dire attention, tu étais d'accord il y a 3 ans, on a fait une décision, on a obtenu une décision du juge, elle doit être appliquée, donc tu dois me donner les enfants ce week-end. D'accord ? Il y a quand même une chose qui change, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, entre un couple marié et un couple non marié. On a tous un copain, une copine en couple, on a eu un petit bout de chou, on s'est séparés, et puis on n'a pas été voir un juge puisqu'on n'est pas marié, et puis qu'on s'entendait pas si mal que ça. Donc on a fait les choses nous-mêmes. Alors la difficulté principale de faire les choses soi-même, c'est très bien, c'est une excellente chose. L'amiable, je le dis, je le répète, je l'ai toujours répété dans cette émission, il faut s'entendre. Même si on ne s'entend plus, il faut s'entendre, et notamment pour les enfants, on fait un effort chacun pour éviter de se déchirer. Maintenant, la difficulté, c'est que cet accord amiable, tout est merveilleux quand on s'entend dans la séparation. Maintenant, demain, après-demain, dans 6 mois, là, patatras, d'un seul coup, il y a un des 2 parents qui veut remettre en question cet accord-là. La difficulté, c'est que cet accord verbal, cet accord amiable qui n'a pas été homologué, il ne vaut rien à l'égard d'une obligation. C'est-à-dire que si j'ai mis en place une résidence alternée et que je ne l'ai pas fait homologuer par le juge, demain, d'un seul coup, les gamins ou un des 2 parents remet en question cette résidence alternée. Mais du jour au lendemain, du coup, les gamins n'y vont pas la semaine suivante. C'est brutal, c'est violent, d'un seul coup, ils n'y vont pas. Moi, qui voulais maintenir cette résidence alternée, je ne peux pas exiger de l'autre le maintien. Si j'ai une décision de justice, alors là, je peux exiger le maintien. Et le temps d'obtenir cette décision de justice au moment où survient le désaccord, il va se passer, alors malheureusement à Nancy, un peu comme dans bon nombre de tribunaux, ça prend du temps. On a une décision au bout de 8 mois, 1 an. Et pendant cette année-là, on est dans un no man's land juridique. C'est-à-dire que les parents ont 50% chacun de droit. Mais la mise en œuvre est très compliquée quand il y a un désaccord et qu'il n'y a pas de décision de justice. Donc il y a quand même un changement entre un couple marié qui divorce et un couple non marié qui se sépare quand il y a des enfants. C'est que dans un cas, on est obligé de passer par la case... comment est-ce qu'on peut redire ça ? Alors dans le cas du divorce, on est quasi obligé de démarrer ce divorce-là parce que le patrimoine doit être liquidé et on en profite pour faire les enfants. Pour faire les enfants en même temps. C'est vrai qu'on a un package avec le divorce et que nous n'avons pas avec les concubins. Donc, bon nombre encore une fois, se séparent en disant, écoute, on met en place cette résidence alternée. Maintenant, moi, j'ai aussi beaucoup de demandes de concubins qui s'entendent et à qui je conseille, dans tous les cas, si on peut, on obtient une décision judiciaire, même quand on s'entend. On peut le faire quoi, 6 mois après, 1 an après, le temps de tout régler, on a changé d'appart, on s'est mis d'accord. C'est ça, ou on peut le faire tout de suite si on est d'accord tout de suite et que tout est allé vite. Et sinon, on met en place les choses, on voit comment ça tourne, parce que moi, c'est ce que je conseille aussi beaucoup aux gens.
Je dis, vous avez une idée, là, aujourd'hui, de résidence alternée. Mais quand est-ce qu'on va se transmettre les enfants? Est-ce que c'est le vendredi soir? Est-ce que c'est le dimanche? Faites des expériences. Voyez ce qui est bon pour vous, bon qui colle avec vos emplois du temps de travail, qui vont avec les enfants, que les enfants supportent bien. Quand est-ce qu'on balade les bouquins d'école, le kimono de judo, est-ce qu'on va mettre des vêtements partout? C'est très pratico-pratique ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc moi, souvent, je conseille aux parents de dire, faites des essais, regardez ce qui fonctionne. Une fois que vous avez trouvé des modalités qui conviennent à tous, et dans l'intérêt des enfants, bien évidemment, c'est leur bien-être qu'on va chercher in fine. Alors, on fait fixer par un juge. Dans une convention d'accord parental qui est rédigée par un avocat, je trouve que c'est mieux. Mais les parents peuvent aussi saisir tout seul le juge aux affaires familiales. Pas d'obligation d'avoir un avocat. Donc, je leur conseillerais de passer par cette case amiable devant le juge. Dans un instant, on s'attaque aux gros morceaux. Pardon de parler comme ça, mais c'est comme les sous. Le patrimoine. Et là, on verra que de ne pas être marié, ça peut poser des difficultés. Voilà, une délicatesse. 03 83 36 20 20. Vous êtes dedans jusqu'au cou. Vous avez une question à poser. Vous avez un nœud à démêler. Vous avez un témoignage à proposer. 03 83 36 20 20. Nous sommes avec Maître Aline Faucher. Elle est avocate. Et nous parlons ce matin de la séparation des non-mariés. Circuit bleu côté expert, jusqu'à 10h. Avec Aline Faucher, on parle de la séparation des non-mariés ce matin. Si vous voulez témoigner, posez vos questions, vous n'hésitez pas, 03 83 36 20 20. Alors on a vu que pour les enfants, Aline, ça ne changeait pas grand-chose, à condition de passer devant un juge. C'est un conseil. Ouais, c'est un conseil. C'est un conseil. On peut passer par la CAF aussi, me semble-t-il. Rien à voir. D'accord, je ne poserai plus la question. La CAF, c'est les pensions, l'argent, les sous. Oui, mais il me semble qu'il y a un tiers, un accompagnement en tout cas à la séparation et une possibilité de faire un contrat avec. C'est quoi? Je poserai la question directement. Mais en l'état, s'il existe quelque chose s'agissant des modalités de résidence, alors moi je le connais pas. Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça, mais on peut se faire accompagner, j'imagine, par tout un tas de gens, quoi qu'il en soit. Mais de toute façon, la CAF ne peut pas prendre une décision judiciaire. Non, c'est un accompagnement. Elle peut peut-être accompagner, oui. D'accord. Alors, on va parler des sous, du patrimoine, de ce qu'on possède, de la maison, de l'appartement, des biens, du chien peut-être aussi, je ne sais pas. Ah ben il y a des problèmes avec les animaux. C'est sûr. Parce qu'avant d'avoir des enfants, on a eu Kiki. Exactement. Et Kiki, on y tient. Tout à fait. Donc là, ça change. Vous me dites, si on n'est pas marié, ben oui. On a acheté la maison, on n'a pas fait gaffe. Alors, c'est pas qu'on n'a pas fait gaffe, parce qu'on a acheté la maison et on a acheté à 50% chacun a priori, c'est moitié-moitié, voilà. Donc, s'agissant alors, les biens immobiliers, je les mettrais à part. Je distingue les meubles et les immeubles. Pour les biens immobiliers, quand on est marié et qu'on n'a pas fait de contrat de séparation des biens, on est marié, on s'adore, on fait une communauté, on met tout dans le même pot commun et la vie est belle. Alors, la communauté va être liquidée, c'est-à-dire qu'on a des dispositions légales spécifiques de liquidation d'une communauté. Quand on est marié. Comment ? Quand on est marié. Exactement. Quand on est marié, sous le régime de la communauté. On n'a pas fait de contrat de séparation des biens. Okay. Là, on a des vrais articles du Code civil. Et on a des vraies dispositions légales. Et on a un arsenal juridique pour liquider cette communauté, avec des vraies règles de partage. Et puis des voies judiciaires qui vont assez vite. Voilà, ce sont des choses qui peuvent vraiment protéger au moment du partage. Voilà. Mais en revanche, lorsqu'on est concubin, on a acheté cet immeuble-là ensemble en indivision. Donc là, cette fois, ce ne sont plus les règles légales de la liquidation d'une communauté qui vont s'appliquer, mais les règles légales de la liquidation d'une indivision. Comme lorsque vous êtes dans une indivision avec des héritiers. D'accord. Voilà, vous êtes co-héritier, vous êtes dans l'indivision. Vous achetez ensemble un bien, vous n'êtes pas mariés, vous êtes dans l'indivision. Et cette indivision, elle a ses propres règles, mais qui sont qui ne correspondent pas à un vrai partage d'époux. Bon, alors sur l'immeuble, ça peut être, c'est assez simple, la liquidation de cette indivision-là, elle peut être assez facile, et on a des dispositions légales. Là où ça pose des problèmes, lorsqu'on est concubin, c'est lorsque le bien appartient par exemple à Monsieur X et que Madame Y, elle a fait des travaux. C'est elle qui a fait la peinture, c'est elle qui a acheté, qui a rénové le toit parce que c'était sa contribution, etc. Tout ce qui va être une contribution d'un concubin sur un bien de l'autre, alors là,
Ouais. On est dans une situation de no man's land. Alors je vais citer Maître Persson que j'aime beaucoup et qui dit toujours dans ces conditions-là, Madame est tout en haut de la montagne et Monsieur n'a plus qu'à pédaler. Ou le contraire. Ça, hein, Alors il dit ça aussi. Donc ça c'est sur cet immeuble-là, on a des difficultés pour dénouer. oui. Voilà, dénouer les apports des uns, les apports des autres. Parce que dans la liquidation d'une communauté, on a prévu tout ça. On a prévu une récompense pour qui a fait des choses pour la communauté, ce que va lui devoir la communauté. Mais pour les concubins, il n'y a que cette indivision que nous allons liquider et il n'y a pas les mêmes règles d'application. Et c'est plus délicat de récupérer ces petits financièrement lorsque dans cet immeuble-là on a fait des choses chacun. Ça c'est la première difficulté. Ce à quoi pense Maître Persson aussi, et en termes de patrimoine, là ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge financière de la situation financière de l'un des époux qui serait dégradée par rapport à l'autre. C'est-à-dire que toi tu fais des études, moi j'ai financé tes études, aujourd'hui tu es médecin, moi je suis caissière. Le mariage, il protège le conjoint qui se retrouve dans une situation financière plus dégradée, plus délicate, plus difficile, parce qu'on a fait des choix quand on était mariés. C'était pour la vie. C'était pour la vie. On a fait des choix et au moment où on se sépare, quand on est marié, au moment du divorce, on va pouvoir traduire financièrement ces choix-là. D'accord ? Pour protéger l'époux qui, lui, se trouve au moment du divorce et par l'effet du divorce dans une situation financière délicate. Léger. Les concubins, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a pu avoir fait le choix, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai fait des études, toi tu as financé mes études, moi j'ai pas droit à la retraite, etc. Il n'y a pas de prestations compensatoires. Qu'est-ce qu'il a dit, Maître Persson ? Les concubins ignorent la loi. La loi ignore les concubins. Je vous demanderai si c'est valable pour le Pacs dans un instant. On a 2 minutes pour se séparer en bonne et due forme avec Maître Aline Faucheur. On parle de la séparation des non-mariés. On a parlé des concubins, mais le Pacs, c'est la même chose ? Oui, alors le Pacs, c'est un aménagement juridique d'une situation de concubinage. Il y a déjà un contrat. Il y a un contrat, effectivement. Alors, c'est pas un contrat en tant que tel, c'est des dispositions du Code civil qui vont trouver à s'appliquer aux concubins. Mais oui, il y a un engagement juridique. Le Pacs, on le signe. Oui. On le signe. Comment on fait pour se faire entendre quand on se sent lésé dans une séparation ? Parce que ce que vous nous avez décrit tout à l'heure, je comprends très bien, il n'y a pas de compensation pour la partie du couple lésé. Est-ce que si je ne suis pas mariée, c'est terminé pour moi ? Je ne peux pas me faire entendre ? Juridiquement, oui. Juridiquement, si on tombe sur un concubin qui n'a pas envie de nous aider financièrement, alors juridiquement, nous n'avons absolument rien. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais aussi attirer l'attention des concubins, c'est que lorsqu'on est marié, on hérite l'un de l'autre. Ah oui. C'est aussi une grosse difficulté pour les concubins. C'est-à-dire que j'y vois 2 inconvénients au concubinage, mais des inconvénients en termes de protection du patrimoine toujours. C'est-à-dire que je n'y vois absolument aucun autre inconvénient moral. Je ne porte pas aucun jugement. Mais on a 2 protections par le mariage. Cette prestation compensatoire qui va venir compenser la situation financière d'un époux qui se retrouverait dans l'embarras financièrement, elle est importante, vraiment. C'est pas cette prestation compensatoire-là, c'est pas un mythe. Ben non. Et puis, deuxième chose, lorsqu'on est concubin, on n'hérite pas l'un de l'autre. Il y a la retraite aussi d'ailleurs, quelques années après un divorce. La pension de réversion aussi. Voilà. Exactement. C'est vrai que ce sont quand même des difficultés patrimoniales. Alors, c'est vrai que ça va toucher plutôt les couples vieillissants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est délicate, quand on commence à avoir 50, 55 ans, la retraite arrive, il y en a un qui n'a pas travaillé, la prestation compensatoire, elle est vraiment importante. Voilà. De la même manière que cette histoire de pension de réversion est importante. On ne va pas parler de la même chose quand ce sont des concubins qui se séparent, ils ont 30 ans, ils ont toute la vie devant eux, et professionnelle et financière. Donc, cette protection, c'est vrai qu'on le dit souvent, la meilleure protection financière, c'est le mariage. Mais c'est aussi ça qui fait que les gens ne se marient pas, parce qu'ils ne veulent pas de cette protection-là. Si vous voulez vous engueuler à Noël, parlez-en. C'est le moment où on peut faire un petit tour de table avec Tata Marie qui n'est pas mariée. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Parlez-en pendant ces vacances, calmement, autour de la dinde ou de la belle-mère. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Maître. Joyeux Passez Noël. Une bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite plein de divorces pour l'année prochaine. Ah oui, moi aussi, je m'en souhaite. Marié ou pas marié, on s'en fout. Voilà. Et puis Maître Aline Faucheur qui revient très régulièrement sur France Bleu et dès maintenant sur francebleu.fr. Retrouvez Circuit Bleu côté expert sur francebleu.fr.